Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une actrice, productrice, dont le parcours singulier et la passion pour son métier font d'elle une source d'inspiration. Mesdames et messieurs, je vous présente Georgiana Goodman. Georgiana Goodman, bonjour. Bonjour, ça va? Mon Dieu, quelle introduction! Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, ce samedi. J'entends le vent qui souffle très fort là, dehors, au-delà de ma fenêtre. Alors, je suis contente d'être à l'intérieur. À l'intérieur, super. Alors, pour commencer l'émission, j'aime bien commencer généralement avec une question pour mettre à l'aise les invités et tout. Donc, ma première question pour toi, ça serait, si jamais tu avais un super pouvoir, quel serait ce pouvoir? Oh là là, t'aurais dû me dire que cette question allait venir que j'aurais pu y réfléchir un petit peu. Super pouvoir. Mm-hmm. Tu sais, toutes les choses qui se passent en ce moment... sur Londres, surtout parce que c'est là où je vis en Angleterre. Mm-hmm. J'aimerais avoir le pouvoir de faire changer l'esprit des gens, surtout récemment au sujet de tous les problèmes qu'ils ont ici, les problèmes qu'ils disent qu'ils ont ici, Mm-hmm. avec l'immigration et tout ça. Mm-hmm. Ah, non. Si j'avais le pouvoir, c'est que j'éliminerais Brexit. Ah oui, d'accord. C'est vrai, je l'appelle Brexit. I'm sorry. Oui. Ça m'énerve toujours, ça me rend en colère toujours quand je pense au Brexit parce que là, ce qui se passe en Angleterre en ce moment, Mm-hmm. je ne crois pas, je crois même pas que les Anglais ici, ils peuvent voir les problèmes qui ont commencé depuis qu'ils ont voté pour Brexit. Oui, depuis qu'ils ont quitté l'Union européenne. Ouais. Londres, surtout, c'est comme le Titanic en ce moment. Tu sais que le navire va couler, mais c'est très lentement, donc tu le vois, et tu sais exactement ce qui va se passer. C'est là où on est en ce moment. Donc voilà, c'est ça, ce sera ça mon pouvoir. J'aimerais bien reverse Brexit. Voilà, voyager dans le temps et revenir dans l'Union européenne. Voilà. Super. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de toi, comment tu es rentré dans l'industrie, comment tout a commencé pour toi en fait? Wow, ok. Moi, j'ai commencé... j'étais au lycée, j'étais dans un lycée canadien. Je vivais à Vancouver dans le temps. Et Vancouver, on appelle Vancouver le deuxième Los Angeles. Mm-hmm. Il y avait tellement de séries qui étaient filmées là-bas, genre X-Files, si tu te rappelles de ça. Oui, je me rappelle de ça, oui. 21 Jump Street, l'origine voilà, avec Johnny Depp. Mm-hmm. Et en fait, la série 21 Jump Street était filmée dans le lycée où j'étais, à Vancouver. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, moi, j'ai commencé en tant que, tu sais, background extra. Oui, les figurants, oui. Oui, figurant, parce que j'étais encore à l'école. Et de là, j'adorais ce monde. Mais avant de me lancer complètement 100% dans le métier d'actrice, j'avais fait pendant que j'étais figurant, j'avais fait un diplôme pour genre maquillage de l'industrie professionnelle avec une des plus grandes écoles du monde, Elite. Et c'est là que j'ai commencé. Mais en fait, après le lycée à Vancouver, je suis descendue sur Bordeaux pour faire 3 ans d'université. Donc, j'ai un DUG d'économie, en fait. Mm-hmm. Et en fait, mon rêve est-ce qu'on dit de comédienne ou de... Tu peux dire comédienne ou acteur ou actrice? Ouais, mon rêve d'acteur, en fait, c'était parti. Et puis, je suis venue sur Londres, premièrement parce que je voulais faire un MBA. D'accord. Voilà, continuer mes études. Et puis bon, j'arrive sur Londres, tu sais, je suis là toute seule, il n'y a personne, mes parents ne sont pas là. Mm-hmm. Et je vois que Londres est aussi créatif que Vancouver. Et c'est là, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir continuer.
Et puis bon, je suis allée dans une école de drame qui s'appelle Webber Douglas. C'est fermé depuis longtemps, mais c'était une des écoles cotées, tu sais, comme RADA, comme Lambda, comme toutes ces autres écoles. Et puis voilà quoi. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais bon, pour te dire la vérité, c'était dur. Hein. C'était dur à Londres. Quand je suis arrivée ici, je ne comprenais pas vraiment ou je ne savais pas les sentiments que les Anglais ont contre les Français. Oh là. Ouais. Donc ça, c'était mon premier obstacle. Et Georgia Goodman, c'est mon nom de stage. C'est pas vraiment mon nom. Mon nom est très français. D'accord. Et en fait, j'ai commencé ma carrière avec mon vrai nom. Puis je me suis rendu compte, mince, ils vont pas ouvrir leurs portes quand ils vont voir un nom français, une actrice française, parce que immédiatement, ils pensent que j'ai un accent très lourd. Hein. Bien sûr. Mais en fait, moi, je suis allée dans les écoles internationales américaines. J'ai en fait un accent américain quand je parle. Et donc, le nom, c'était un petit peu un obstacle. Donc, j'ai changé mon nom. Donc, mon nom de stage, c'est Georgia Goodman maintenant. Parce que je me suis dit, c'est facile à prononcer. Bien et puis, sûr, bon, c'est facile. Mais même là, même avec ça, c'était encore des problèmes parce que, et je crois que j'ai écouté quelques-uns de tes entretiens, et il y avait un problème de casting diversifié ici. Alors là, okay. Ah ouais, non, c'était vraiment... Donc, il y a 20 ans, quand je suis arrivée ici, je regardais la télé et je dis, mais ils sont où tous les gens, tous les Indiens, et tout ça? Parce que je les vois dans les rues, mais pourquoi ils sont pas sur l'écran? Et je commençais à poser des questions à des workshops, c'est des workshops de casting. Bien sûr. À chaque fois, je dis maintenant, je dis, oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Vous pensez pas qu'il y a un problème? Il n'y a pas beaucoup de diversité sur l'écran, blablabla. Et à chaque fois, on me répondait, mais vous savez pas de quoi vous parlez, il n'y a pas de problème du tout. Non, de quoi vous parlez, vous êtes... Ouais, on connaît pas. Oui, et je me tapais la tête contre le mur à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y a un jour, ça m'a fait rire. Mais heureusement que ça s'est passé parce que il y avait un acteur indien qui, on s'est rencontrés. Il y avait, avant ici, il y a un centre qui s'appelait The Actor Center, le centre d'acteurs. Et c'était super parce que c'était une place où on pouvait tous se rencontrer. Il y avait beaucoup de classes et tout ça. Et donc, j'avais rencontré cet acteur. Enfin, cet acteur m'a vu. Il m'a dit, oh, mais it's you, the angry black woman. Oh. Ouais, voilà. Tu vois, je vois de ta réaction que tu comprends ce que ça veut dire. Oui, le stéréotype, oui. Oui, parce que pour avoir ce label, c'est vraiment pas bien, quoi. Tu sais, c'est vraiment pas bien. Alors moi, ça m'a choquée parce que je me rappelais pas de qui il était. J'étais, oui. Et elle a dit, oui, non, on s'est rencontrés dans un workshop de casting il y a un an. Et je me rappelle de toi parce que tu parlais de ces questions, si j'ai la diversité et tout ça. Ouais. Et puis dans la tête, je me dis, mince, est-ce que c'est ce que je donne quand je pose des questions? Ce que tu dégages comme image, oui. Oui, moi, je pensais que je posais une question pour ouvrir une conversation, pour commencer une conversation, pour commencer un dialogue. Mais l'autre côté, il pensait que moi, j'étais angry black woman. Bien sûr, ouais. Et c'est peut-être pour ça que rien ne changeait dans ma carrière, parce que je vais te dire un truc, on ne m'appelait pas du tout. J'avais de la chance si j'avais une audition pour chaque 6 mois. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et ça, c'est ayant un agent. Je comprends. Si ça te dérange pas, on va en parler dans l'émission plus tard des défis qu'on peut rencontrer justement quand on veut travailler en Angleterre ou en Hollywood. Mais j'aimerais juste faire un retour en arrière un petit peu parce que tu as parlé de Bordeaux tout à l'heure et toi tu as travaillé à Radio Africa numéro 1. Oui. Oui. Parce que j'étais complètement bilingue. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette expérience parce que apparemment tu as rencontré James Brown là-bas aussi? Oui, c'était superbe. Oui, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait l'anglais, quoi, pour aller faire des entretiens à ces artistes internationaux qui descendaient sur Bordeaux.
Ouais. Et donc, moi, j'ai eu de la chance de demander à James Brown. Il nous a fait attendre, hein. Ça, je vais te dire. Comme journaliste qui était là, je crois qu'il nous a fait attendre pendant au moins presque 2 heures, je me rappelle. Et puis, finalement, il est sorti. Et je crois parce que j'étais la seule à parler avec un accent américain. Et je lui ai posé des questions. Il n'a répondu qu'à mes questions. Et j'ai même réussi à le persuader de faire un jingle pour la radio. Oh, wow. Ouais. Et alors, la station de radio, là, je la jouais tout le temps. Oui, tout le temps. Ah ouais, non, c'était bien. Ouais, c'est juste un truc que je faisais comme ça, à mi-temps, tu sais, pendant que je faisais mes études d'économie. D'accord. Et en parlant d'études, si on revenait un petit peu à la Douglas Academy qui a fermé en 2006, parle-nous un peu de genre de formation que tu as reçue là-bas, qu'est-ce que tu as appris, etc. Alors, merci de poser cette question parce que c'est un des trucs que je pense qu'il y a des problèmes en ce moment ici. Je sais que le monde entier, il pense que les acteurs anglais sont les meilleurs acteurs du monde. Je vais être meilleur comme ça. Oui. Meilleurs acteurs du monde. Mais en fait, le training ici, c'est vraiment passé. C'est tellement âgé. Ça n'a pas été modernisé pour le 21e siècle. Alors moi, ce que j'ai appris, c'était surtout ces stages sur le théâtre, donc les classiques, donc Shakespeare, bien sûr, et puis toutes les œuvres de théâtre. Mais je n'ai pas fait on n'a pas étudié l'écran. Ah, ok. Comment jouer travailler devant une caméra, tu veux dire. Voilà, devant la caméra, rien du tout. Et ça, ça fait 20 ans. Hein. Et maintenant, on est en 2024. Et je sais que ça continue. Que on a normalement la formation, c'est 3 ans. Et il y a des écoles, même jusqu'à aujourd'hui, où tu as de la chance, s'ils font même 1 semaine. Et donc, tous ces élèves, ils sortent de l'école de drame et ils ne savent pas comment faire une audition dans le vrai monde, quoi. Bien sûr, oui. Parce qu'on leur a pas appris. Et donc, quand ils ont des auditions, ils sont trop grands. Parce que, bien sûr, pour le stage... Par rapport au théâtre, oui, c'est ça. Ce qu'on nous enseigne, c'est que quand on parle, c'est pour la personne au dernier rang, oui. Au dernier rang. Mais pour l'écran, c'est tellement intime. C'est minime. Tu peux pas faire tout ça, c'est trop grand. Et donc, il y a un ajustement pour les élèves. Et il y a des élèves qui peuvent pas le faire, qui peuvent pas faire la transition entre stage et écran. Et c'est dommage. C'est bien que tu parles de ça parce que normalement les acteurs anglais sont réputés pour la rigueur par rapport au théâtre, etc. Donc vous avez une certaine réputation. Oui. Non, mais ça c'était bien, quoi, ce qu'ils ont enseigné. C'est du genre, tu n'avais pas le droit de manquer une classe. Tu n'avais pas le droit d'être en retard. Tu ne pouvais pas avoir d'agent quand tu étais dans l'école. Ah ouais, non, t'as pas le droit. Okay. Si tu vas avoir un agent, il faut que tu quittes l'école, quoi. Tu n'as pas le droit... Et si tu es en retard pour une classe, alors là, non, tu rentres pas du tout. Ah ouais, d'accord. C'était très strict. Donc bien ça, c'est bien. Oui, ça, on en a besoin parce que, bon, tu sais, dans le vrai monde, donc, sur un set, pour un film, il y a 100 personnes qui comptent sur toi, que tu saches tes lignes, que tu sois professionnel, que tu te montres à temps, que tu n'es pas ivre ou... drogué. C'est ça. Tu sais, et que tu as bien parce que chaque seconde, c'est de l'argent qui se perd, quoi. Donc, bien sûr, ouais. Donc, ça, c'était mieux. Avant qu'on rentre dans les défis, j'aimerais que tu nous parles maintenant, juste parce que c'est la partie de l'émission où on parle d'anecdotes. Ça veut dire des choses un peu drôles qui se seraient arrivées sur un plateau, au théâtre. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Ça, je savais que cette question allait venir parce que j'ai écouté à toutes les autres entretiens. Et là, c'est exactement ce que je vais te dire. Vas-y. Donc, j'ai fait un film avec Jared Butler qui s'appelle Angel Has Fallen. Oh oui, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu ce film, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de ma scène, mais bon. Donc, je joue une infirmière dans la salle d'urgence et le président des États-Unis est dans une des chambres, il va mourir. Et Jared Butler est là, il est en train de penser, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est ça? Enfin, tout ça. Alors,
moi, j'ai l'habitude parce que je sais que quand je m'assieds, quand je m'assois, je perds de l'énergie. Tu sais, je sais pas comment on dit ça en français, I slump on my chair. Oui. Et mon énergie se bat. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au bout du siège pour que je me tienne droit et que j'ai de l'énergie. Tu vois, je sais. Alors, mon siège a fait des roues. Et donc, tu sais exactement ce que je vais. Donc, j'ai fait ça, je suis allée jusqu'au bout de la chaise et puis... Oh, t'es tombée. Sur mes fesses. Ouais. Devant tout le monde. Gerald Butler, tout le monde. Et je commençais à rigoler, mon Dieu, je pouvais pas m'arrêter. Et tout le monde était là, il était paniqué. Oh mon Dieu, ça va. Et je suis là, ouais, non, ça va. C'était trop marrant. Surtout devant un Hollywood superstar, tu sais, je me dis... Non, c'est clair, oui. Mais dans cette scène, est-ce que le président était joué par Morgan Freeman, non? Oui. Est-ce qu'il était dans la salle à côté ou c'était pas? Il était pas dans ma scène. Et non, il était pas dans ta scène? Il n'était pas dans la chambre. Non, en fait, c'était Gerald Butler, moi et Lance Reddick qui est décédé maintenant. Bon, ouais. Donc, ça, c'est mon anecdote. Je t'en remercie. Merci pour cette belle anecdote. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, que tu nous parles un peu des défis qu'on peut en rencontrer quand on est acteur dans l'industrie anglophone. Et si des fois, on n'a pas l'anglais comme première langue, comment ça se passe en fait? Ouais. Parce que j'ai travaillé en tant qu'assistante dans une agence ici à Londres. Ça fait 4 ans maintenant, l'agence est maintenant fermée. Mm-hmm. J'ai pu voir de l'autre côté comment les problèmes qu'il y a pour les acteurs qui sont non anglophones. Mm-hmm. Si tu as un accent, c'est vraiment difficile. Okay. Mais il y a également certains pays, par exemple, je dirais la France, par exemple, mm-hmm. Il faut vraiment analyser les productions de langue anglaise. Soit anglais, soit américaine. Mm-hmm. Et il faut que tu comprennes que ils n'écrivent jamais de caractère français. Bien sûr. Et donc, quand l'agence où j'ai travaillé, elle avait, je crois, 5 acteurs français, mm-hmm. Leur accent était moyennement lourd ou pas, tu sais, français lourd. Ouais. Et ils ne pouvaient pas travailler. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de rôle pour eux. Et donc, moi, ce que je disais, c'est, écoute, essaye d'apprendre au moins un accent américain. Parce que américain, c'était le plus proche du français à cause des R. C'est plus facile que d'apprendre un accent anglais. Parce que même moi, après 20 ans ici, je fais toujours pas d'accent anglais parfait, quoi. Parce que c'est vraiment difficile, parce qu'ils ne prononcent pas les R ici. Donc, moi, je leur conseillais, écoute, le français, à cause du R, c'est beaucoup plus proche d'essayer d'apprendre un accent américain. Mais il faut qu'il soit absolument 100% américain, flawless. C'est ce qu'ils disent ici. Parce que il y a tellement d'acteurs américains ici et il y a tellement de productions américaines ici que si toi, tu n'as pas un accent qui est flawless, immédiatement, tout le monde le saura et ce sera vraiment difficile pour toi de t'intégrer, de disparaître dans une foule américaine. Et donc la plupart des acteurs ont fait ça, mais c'est difficile. Et je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans la langue française où c'est vraiment difficile de perdre l'accent. Moi, comme je t'ai dit, en fait, ma langue maternelle, c'est l'américain. Même si je suis française, c'est que j'ai grandi, ma première langue que j'ai appris, c'était l'anglais, quoi, c'était le français. Donc peut-être que c'est pour ça que je parle sans accent. Par le français, quand je parle l'anglais. Mais ça, c'est ce que je conseille. Et il faut également comprendre le pays où tu vas. Donc, par exemple, pour moi, ma carrière a été faite dans les pays anglophones. Mais récemment, je me suis dit, mais il faut que j'essaie de m'ouvrir à la France quand même, parce que maintenant, à cause du Brexit, moi, je peux travailler en Europe et je peux travailler ici. Donc, autant que j'en ai. Mais je connais rien du marché français. D'accord. Absolument rien. Je sais qu'il y a des petits problèmes de diversity.
mais je sais et également les headshots, les photos Les photos, d'acteurs en français sont complètement différents du style que je connais ici aux États-Unis. Donc, avant que je me jette sur la France, il faut que je fasse mes devoirs et que je comprenne comment est-ce que le marché fonctionne, mais également mon type, tu sais, je suis ici, on m'appelle ethnically ambiguous, je sais pas s'ils ont un terme en français. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui, parce que toi, tu es moitié africaine et moitié vietnamienne, c'est ça? Je suis moitié africaine, moitié vietnamienne, oui. Mais je ne ressemble pas à une personne mixte. Bien sûr, oui. Je n'ai pas vraiment les cheveux, tu sais, les cheveux, les superbes cheveux mixtes. Je ne suis pas complètement asiatique non plus. Je ne suis pas complètement africaine non plus. Et donc, en fait, ici, ils disent, ah, mais peut-être que tu es peut-être sur Tahiti, Hawaï, Filipino, Thaï, Malaisien, Indonésien, tout ça. En français, il y a une expression comme ça, si tu me permets, ça s'appelle avoir le cul entre deux chaises. Oui, voilà. Exactement. Et donc, moi, j'ai commencé à rencontrer des acteurs français et je leur pose la question au sujet du marché français. Et je crois que ce serait difficile pour moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup je crois qu'il y a des problèmes de diversité, non? Oui, il y a des problèmes de diversité, mais moi, ce que j'avais, la compréhension que j'avais du marché, en fait, anglophone, c'est que je trouvais, parce que moi, j'ai aussi la chance de travailler en Amérique du Nord, donc j'ai pu travailler à Toronto, etc. Moi, j'ai remarqué, en fait, que tout ce qui était Toronto, ils étaient très exigeants par rapport à ton accent. Mais quand tu travailles directement avec les Américains, à partir du moment où tu es compréhensible, l'accent, ils jugent pas trop. Mais je trouvais que eux, avant de t'envoyer chez les Américains, ils jugeaient beaucoup ton accent. C'était comme un frein, en fait. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu travaillais à Toronto en tant que dans la langue française? Parce que dans la langue française et anglaise. J'ai travaillé à ACTRA. Oui. Ouais, parce que le français canadien est complètement différent du français. Oui, bien sûr, il n'a rien à voir. Donc je sais qu'ils ont des petites exigences comme ça, ouais. Ouais, non, ici, il faut que tu sois 100%. Enfin, 100%, ouais. Il faut que tu sois flawless. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux Français qui aimeraient s'exporter soit à Hollywood ou en Angleterre? Qu'est-ce qu'ils devraient se préparer avant d'y aller, en fait? Quels sont les bagages qu'on devrait avoir? L'accent. D'accord, l'accent. Il faut que tu apprennes bien l'anglais avec un accent américain. Pour que tu sois aussi fluent, comment on dit ça? Fluent. Oui, ça, et en français on le dit aussi, ouais. Être parfaitement bilingue. Autant que possible, même si tu as un petit accent. Parce que un des trucs également, c'est que c'est la grammaire et tout ça. Bien sûr, oui. Les Français, parfois, les acteurs français que j'ai rencontrés, ils ne sont pas toujours fluent, comme ça en anglais, en parlant en anglais. Et donc c'est la première chose. La deuxième chose, parce que dans le marché américain surtout, pas tellement l'anglais, mais dans le marché américain, c'est comprendre comment ça fonctionne là-bas. L'Amérique, c'est the Olympics. OK? L'Angleterre, c'est un petit jog 5 km par jour. C'est pas les autres, tu vois, c'est complètement différent. Aux États-Unis, le show business, c'est un business. Business qui veulent de l'argent. Et donc, pour chercher une représentation, une agence, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu vas apporter à cette agence. Parce que tout ce qu'ils vont... Ah ouais, non, leur décision, c'est ces gens... Ah, est-ce que je peux faire de l'argent? Est-ce que je pourrais gagner de l'argent si je représente ce mec? Si toi, tu n'as rien, non. Mais aux États-Unis également, les acteurs, ils ont deux genres de représentation. Ils ont un agent, mais ils ont un personal manager. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est différent. Tous les deux font des choses différentes. Si tu cherches un agent, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Donc, ça, si ils te voient, ils te regardent, ils se disent, non, je vais pas pouvoir faire de l'argent sur ce mec. Ils vont pas te regarder. Un personal manager, en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est ta carrière. D'accord. Et voir si, tu sais, peut-être que je pourrais le représenter. Puis bon, on va travailler ensemble pour voir, tu sais, je vais lui dire, tu sais, pour les former, tu sais. Ah, je crois qu'il sera peut-être le prochain Tom Cruise. Ouais, bon, il va falloir qu'il aille à la gym. Il va falloir qu'il fasse ça, Oui.
je crois que je vois un investissement de long terme. Bien sûr, oui. Mais un argent, c'est différent. D'accord. Donc, c'est la première chose qu'il faut comprendre sur le marché américain, c'est de l'argent. L'argent. On est là pour l'argent. Et si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas de crédit, de CV que tu as fait ici, enfin dans ton pays, ce sera vraiment difficile. Et je crois que c'est encore plus difficile pour la France parce qu'il n'y a pas beaucoup de productions françaises qui vont internationales. Donc, c'est vraiment difficile de prouver que d'avoir la preuve que tu peux être quelqu'un qui peut gagner de l'argent. Oui, il n'y a pas beaucoup de productions françaises qui vont à l'international, mais par contre, il y a beaucoup de productions américaines qui viennent tourner à Paris. Comme récemment, ils sont venus tourner Walking Dead à Paris. Oui, mais donc, c'est en langue anglaise, pas en français. En langue anglaise, oui, mais ils ont quand même recruté des acteurs français pour pouvoir jouer dedans, en fait. Voilà, exactement. Donc, en fait, même si c'est le Walking Dead, c'est une production américaine, mais, et je sais, j'ai pas encore vu la série, mais est-ce que ils disent qu'ils sont basés sur la France? Oui, ils disent qu'ils sont à Paris, oui. Ils disent qu'ils sont à Paris, en fait. Ils sont à Paris et pourtant, ils demandaient des acteurs qui parlaient américain. Oui, parce que c'était tourné en anglais, mais parce que le personnage est parti à Paris dans l'histoire, en fait. C'est bizarre, parce que moi, j'aurais pensé qu'ils ont, je sais pas, des acteurs bilingues, mais avec un accent. Non, ça c'est le côté du cinéma. C'est généralement quand tu regardes un film, y a des Américains qui vont se rendre à Paris. Bizarrement, tout le monde va parler anglais à Paris sans accent. Mais pourtant, on est à Paris. Ouais. Non. C'est comme ça ici sur Londres. Et moi, je pensais que ils ont tourné sur Paris, mais en fait, pour créer, genre, quand beaucoup de productions américaines qui viennent sur Londres, ils disent que I know this is Boston. It's not London. Oui. Non. Là, donc, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si l'histoire de Dixon, c'était qu'il était sur Paris, alors dans ce cas-là, moi, je comprends pas pourquoi ils exigeaient que les acteurs aient un accent américain. S'ils sont sur la France, c'est normal. Pour que les Américains puissent suivre le film, en fait. Sinon, ils ne regardent pas. Ça, c'est le business. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'accent. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, aux acteurs français pour améliorer leur accent? Est-ce qu'il tu aurais des tips à leur donner? Cherche un accent coach. Accent coach. Okay. Really good accent coach. Et ça doit être un Américain. Parce que il y a même des accent coach ici qui sont anglais, qui disent qu'ils vont t'enseigner l'accent américain. Mais alors, c'est nul. Hein. Mais non, mais parce que j'en ai vu des trucs, tu sais, sur le West End, des pièces de théâtre, ou surtout les musicals. Et ici, ils pensent que tous les Américains, ils parlent du nez, tu sais, ils parlent comme ça, du nez avec... Mais non, les Américains ne parlent pas comme ça. Mais un accent coach a enseigné à ses acteurs sur le stage. Oui, non, donc il faut que tu fasses l'accent américain nasally. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, il y a des accent coachs qui sont pas bien. Regarde la télé, surtout les news, si tu as CNN ou les news américaines, où tu exercices lui également, c'est ton oreille, et que tu comprennes. Il y a tellement d'acteurs français qui donnent des leçons sur YouTube également, gratuitement. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Amy Walker. Je l'ai rencontrée quand elle est descendue ici sur Londres. Elle est superbe, elle peut faire tous les accents du monde, c'est vraiment super. Donc, elle a des leçons gratuites sur YouTube. Mais je dirais que c'est ça. Mais je crois est-ce qu'il n'y a pas un centre américain sur Paris, un centre de communauté, je sais pas un centre de communauté, comment dirais-je? Parce que moi, je m'appelle au Gap. Il y a des communautés américaines, il y a des endroits où tu peux prendre des cours aussi, mais c'est payant en fait, oui. Voilà, exactement. Mais tu sais, si tu ne peux pas payer, il y a, tu connais Meetup? Oui, je connais, oui. Meetup, oui. Meetup, voilà. Ouais. Donc, je crois que dans tous les pays du monde, il y a un Meetup. Oui, il y a ça, oui, tu peux Meetup rencontrer London, des gens. Voilà moi, je sais que j'ai une amie ici, elle est italienne. C'est comme ça qu'elle a pu apprendre le français, le portugais et quelle autre langue l'espagnol en prenant un café avec quelqu'un. Oh, c'est génial. Et en échange, elle leur enseignait l'italien ou l'anglais. Oui, et donc, si on peut faire ça sur Meetup Paris, allez, on va prendre un café, on a une conversation, tu te fais un ami, peut-être pour la vie, et tu fais un échange de langue.
Non, ça reste intéressant parce que ça me fait penser aussi à ce que tu disais tout à l'heure au début d'émission. Tu disais que toi, tu avais du mal à changer d'accent, mais je t'ai vu jouer avec l'accent américain, après avec l'accent anglais, et aussi jouer en espagnol, et c'était plutôt pas mal. Merci. Oui, alors ça, c'est un autre truc de ethnically ambiguous. Donc, finalement, quand j'ai décidé que je ne serais plus la angry black woman, donc, j'ai arrêté, point pile, j'ai arrêté de poser des questions dans les workshops parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'ils pensent de moi comme ça. Et je sais pas pourquoi, peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est de là que j'ai commencé à être appelée mais bon, ici on m'appelle parce que j'ai un accent américain. Il y a tellement de productions américaines qui veulent la diversité dans leur projet. Moi, je remplis la case latina. Latina, ok, oui. Latina. Et donc, même si je parle avec un accent américain, mais bon, mon apparence, c'est latina. Voilà. Et donc, dans la plupart des productions américaines ici, je suis toujours embauchée en tant que latina. Donc, et vu que je parle un petit peu d'espagnol également, donc il n'y a pas de problème, quoi. Mais récemment, c'est marrant, pour les projets britanniques, on m'a seulement appelée en tant que Filipino. Ah ouais, ok. Ouais, donc j'ai 2 projets où j'ai joué Filipino, deux séries télévisées, et donc j'ai dû apprendre l'accent et j'ai dû apprendre la langue. Je crois que, tu sais, être ethnically ambiguous, il faut, et si je veux travailler, il faut que j'ai dû décider que je dois être une nationalité que je ne suis pas, quoi. Bon, oui, j'ai passé une partie de mon enfance à Manille, aux Philippines, donc ça, c'est pas vraiment un mensonge, mais je ne suis pas filipino, tu vois. Donc, après le Covid, ici surtout, je sais pas si c'est comme ça à Paris, mais ici, il y avait beaucoup de... tous les bureaux de casting, ils se disaient, oh, authenticity, c'est l'authenticité. L'authenticité, oui. L'authenticité. Oui. Et là, maintenant, ma question, ce n'est plus est-ce qu'il y a des problèmes de diversité ici. Moi, maintenant, ma question, c'est quels sont vos conseils pour quelqu'un qui est comme moi? Parce que je ne serai jamais embauchée en tant qu'asiatique parce que je ne suis pas assez asiatique à vos yeux. Je ne serai jamais embauchée en tant qu'africaine parce que je ne suis pas assez africaine. Je ne serai jamais embauchée en tant que métisse, même si je le suis, parce que je ne suis pas le métis que vous voulez. Vous voulez un métis blanc-noir. Et donc, les seuls rôles que j'ai, c'est mon apparence. Donc, c'est Thaï, indonésien, malaisien. Mais c'est pas authentique. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, si je veux une carrière d'actrice? Ouais. Justement, moi, je me posais la question, c'est que, comme tu dis que c'est difficile pour toi de travailler en tant que actrice mixte, comment toi tu fais justement pour surmonter ces challenges? Comment tu vis ça au quotidien, en fait? Alors, je me rappelle un article que j'ai lu, un entretien avec Jeffrey Wright. Tu connais l'acteur américain Jeffrey Wright? Non, ça me dit rien, je connais pas. Est-ce qu'il y a le film American Fiction est sorti sur Paris? Oui. Donc, Jeffrey Wright, c'est l'acteur principal, là, le mec métis. Voilà. Alors, moi, je me rappelle un entretien qu'il avait lu, que j'avais lu il y a longtemps, et où il disait que lui, il avait le même problème quand il était plus jeune aux États-Unis. Parce qu'il était tellement mix que personne ne savait ce qu'il était. Est-ce qu'il était latino? Est-ce qu'il était mix noir-blanc? Blablabla. Et donc, lui, il avait décidé il y a longtemps que s'il voulait travailler, alors il devrait être meilleur que les vraies personnes. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a pu travailler en tant que latino dans Shaft avec Samuel L. Jackson. Il était également dans la série télévisée Angels of America. Je ne sais pas si tu connais la série Angels of America. Voilà. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Et donc, je me rappelle avoir lu cet article, je me suis dit, c'est ça que je dois faire ici. Parce qu'ici, tout ce qu'on appelait avant, c'était Filipino nurse, infirmière filipino, ou bien nettoyeuse Latina cleaner. Et je me rappelle avant, je dis, mais j'ai un don d'économie, enfin, je suis intelligente. Enfin. Et puis, depuis que j'ai lu cet article-là, j'ai décidé, OK, alors dans ce cas-là,
si c'est ça on va m'appeler en tant que Latina Cleaner, je serai la meilleure Latina Cleaner de Londres. D'accord. Et je me rappelle le jour que j'ai fait cette décision, j'étais dans le jour d'après, 2 jours après, j'étais allée dans un workshop de casting et c'était le premier workshop que ce directeur de casting a fait et je crois qu'il n'en a plus fait après ça, donc j'avais vraiment de la chance. Mais moi, je sautais à chaque fois que je voyais une classe, je dis ah ouais, non, j'investis. Alors j'ai dépensé tellement d'argent comme ça, mais on ne m'appelait pas et c'était la seule moyen pour moi de rencontrer des directeurs de casting. Donc en fait, et donc vu que c'était la première fois qu'il faisait un workshop comme ça, il posait la question toujours aux acteurs qui venaient devant lui pour présenter leur scène. Dis-moi un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, lui, quand c'était mon tour, il m'a posé la question et moi, j'ai sorti « je suis la meilleure Latina Cleaner de London. » Et je me rappelle, c'est vraiment marrant, je me rappelle, toute la salle, tous les élèves ont rigolé, sauf lui. D'accord, ouais. Et lui, il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux, il était « Ah, pourquoi tu dis ça ?» Et je dis « écoute, c'est la seule chose que on m'appelle que pour ça, pour ce rôle. Oui, on t'a catalogué, et moi, si je veux travailler, je devrais être meilleure. Mais pas seulement meilleure, je dois être meilleure que une Latina, une actrice latina, une vraie actrice latina. Bien sûr, oui. Et il a dit exactement. Et depuis, et tu sais, c'est marrant, même s'il dit que j'étais la meilleure Latina Cleaner de London, il m'a jamais appelé pour Latina. Il m'a appelé pour un rôle français, mon seul rôle français, dans Patrick Melrose, avec Benedict Cumberbatch. J'ai tourné pendant 1 mois à Marseille. Il m'a appelé en tant que caractère français, caractère américain et caractère britannique. Mais il m'a jamais appelé pour Latina. C'est marrant. Ouais, mais le fait que j'ai dit ça, pour lui, il a vu que je comprends comment cette industrie fonctionne. Bien sûr, oui, tu avais la bonne mentalité. Je ne suis pas désespérée, je ne suis pas une actrice désespérée. Je comprends comment ça fonctionne et je connais mon apparence, j'accepte, et voilà. Ouais, tu t'es pas placé, comme on dit généralement, en victime, en fait. T'as été au-delà, t'as surmonté tout ça, en fait. Ouais. Exactement. Ouais, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta passion, parce que t'écris aussi. Oui. Donc, parle-nous un peu comment tu combines écriture et actrice, tout ça. Comment ça a commencé? Premièrement, c'était parce que j'en avais marre d'être appelée juste pour Latina Cleaner. Et donc, moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire une petite farce. Je vais écrire un petit web series pour montrer combien les gens sont nuls, quoi. Enfin, qui n'est pas... comment dirais-je, l'esprit ouvert. L'esprit et donc, ouvert, moi, j'ai écrit un web series qui s'appelle Super Cleaner. Et donc, je suis la Super Cleaner des super-heroes. Et je faisais... Est-ce que vous avez Family Guy? Oui, on a ça, ouais. Et je ne sais pas si tu connais la nettoyeuse mexicaine qui dit « Oh, oui, non. » Oui, c'est voilà. Oui. Et donc, moi, comment j'ai écrit mon caractère, c'était que quand je nettoyais, quand j'étais avec d'autres personnes, j'avais un accent espagnol, mais je le faisais un petit peu comme Modern Family, où entre des choses qui se passent, il y a un intervieweur comme toi. Oui, voilà, comme télé-réalité un peu. Normal. Oui, comme télé-réalité. Ouais. C'est juste pour leur montrer combien c'est nul, quoi, et qu'il ne faut pas juste juger les gens tant que la France. Ouais, donc c'est ça que j'avais écrit. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, j'aime bien, moi, écrire. C'est le pouvoir que tu as à écrire. Alors, c'est super. J'ai pas encore fait de court-métrage, mais c'est une de mes résolutions pour cette année. D'accord, une autre résolution. Depuis tout à l'heure, tu nous parles un peu, tu nous fais rêver avec Hollywood, travailler en Angleterre. Est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble une journée type sur un plateau de tournage américain, en fait? Ok, oui. Alors, il vient te chercher. Premièrement, tu as une voiture qui vient te chercher, donc tu n'as pas à prendre les transports en commun, donc ça c'est super. Ouais. Si tu dois
dois être sur le plateau à 6 heures du matin, donc ils viennent te chercher à 3 heures du matin. Ouais. Et puis, normalement, moi, j'ai toujours mon propre trailer. Ok. Donc, j'arrive sur la location et j'ai toujours mon propre, comment dirais-je, runner. Je sais pas comment on dit en runner, français. ça serait quoi? Un assistant peut-être qui... Oui, un assistant, quelqu'un qui court partout. Qui te dit quand venir, quand voilà, exactement. sur le plateau, etc. Oui. Il me mène à mon trailer, il me demande est-ce que tout va bien, blablabla. Je suis là pendant peut-être 5 minutes et puis bon, tout de suite, le wardrobe, le département du costume arrive et dit voici vos costumes, blablabla. Ils viennent, ils le mettent dans mon trailer. Et puis après, il vient me chercher, il dit maquillage maintenant, maquillage et cheveux. J'y vais, je retourne dans mon trailer, je mets mon costume et j'attends. Et puis mon runner, il vient, mon assistant, il vient pour me dire non, là maintenant on va aller au truc, voilà. Au plateau. Sur le stage. Et puis pour le déjeuner, normalement, ils ne veulent jamais qu'on fasse la queue, donc c'est toujours eux qui vont aller chercher notre déjeuner. Moi, j'aime pas ça parce que à chaque fois quand j'arrive dans mon trailer, la nourriture est froide. Et je déteste. Oui, okay. Ouais, oui, parce que ils ont tellement de choses à faire qu'ils vont immédiatement aller pour prendre mon déjeuner, mais ils ne savent jamais quand moi je vais terminer. Donc, le temps que j'arrive, la nourriture s'est refroidie. Et puis, donc c'est comme ça. Mais bon, sur le tournage, sur le set même, ça dépend de la taille de ton rôle. Donc, tu seras soit dirigé avec le directeur principal, ou bien tu es dirigé avec the B-team, l'équipe B, donc où ils ont un autre directeur, qui est aussi important que le premier, mais il dirige les caractères les plus petits. D'accord. Voilà. Mais si j'ai une scène avec un des acteurs principaux, c'est les Étoiles, donc je serai dirigée par le directeur même. Mais la plupart des temps, et ça c'est un truc que je crois que beaucoup d'acteurs ne savent pas, c'est pas vraiment le directeur qui te dirige, c'est le premier AD. Ok. First AD. Oui, le directeur dit au first AD ce qu'il veut, et puis le first AD vient nous dire. Oui, donc, en fait, on n'est pas vraiment dirigé par le directeur, jamais. Tout ce que le directeur fait, c'est qu'il est derrière son moniteur, et puis il regarde, et puis il passe les messages au first AD. Donc c'est en fait la personne qui dit action or cut, c'est le first AD, ce n'est jamais le directeur. Oui, l'assistant réalisateur en fait. Ouais. D'accord. Mais moi, ce que j'aime bien dans les tournages américains comparés aux tournages anglais, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté d'être créatif. Ok, d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus? Mais les Américains, ils aiment bien improviser, premièrement. Donc, par exemple, ma scène avec Gerard Butler dans Angel Has Fallen, je vais te dire, normalement, moi, j'avais juste une ligne. D'accord. Et ça s'est tourné dans une scène de 15-20 minutes. Parce que au moment même, quand on commençait la scène, Gerard a dit, tu sais, il a parlé avec le directeur, il dit, tu sais, je sens qu'il manque quelque chose ici, je crois qu'il n'y a pas assez de tension, voilà. Et là, même entre nous trois, avec le directeur, on a improvisé tout le dialogue. Ah ouais, ok. Et on a répété peut-être 2 fois, et puis on a tourné, et puis voilà, quoi. Tout ça, ce n'était pas écrit. Tout ce que tu vois dans le film, c'était pas du tout écrit. Oui, j'ai vu cette scène. Oui, mais t'as dit plus qu'une ligne, parce que je l'ai vu la scène, il m'a semblé que t'as parlé plus qu'une fois, en fait, Oui. Et donc, c'est ça. Sur les tournages américains, ce que j'ai constaté, c'est que ils sont beaucoup plus ouverts à tes propres, à ton, your input. Bien sûr, oui. Et la même chose s'est passée également. Oui, je suis dans la série Silo. Tu connais Silo sur Apple TV? Je connais pas le titre en français. Silo. Ça parle de quoi? Apple TV, c'est dans le futur où on ne peut plus respirer dehors et donc les gens commencent à vivre en dessous dans les tunnels. Ah ok, intéressant. Faudra que je regarde. Oui, Silo. C'est sur Apple TV. Vous avez Apple TV sur on a Apple TV. Oui. Et je suis dans le premier épisode et moi j'ai introduit des trucs dans mon caractère qui n'étaient pas écrits.
D'accord, le ouais. T'as directeur, apporté des choses, oui. et le directeur, il me disait, ah non, 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 j'aime ça, est-ce que tu peux continuer dans les autres takes? Mhm. Donc, tu vois, ils sont beaucoup plus ouverts, mais comparé au plateau britannique, Mhm. anglais, pardon, je sens pas qu'on est libre de faire ou nous-mêmes d'introduire quelque chose qui est différent de ce qu'il y a sur le script. Et c'est Mhm. dommage, hein. Dommage. Bien sûr, oui, Parce que oui. les gens sont 3 dimensionnels, sont pas Mhm. 2D, tu sais. Oui, on a tellement des choses à apporter. Tu sais, on travaille dans une industrie qui est très exigeante. Comment toi, tu trouves l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, en fait? J'ai pas de vie. J'ai pas de vie. J'ai pas de vie. On va aller honnête. Tous mes amis ils savent que je suis très sérieuse au sujet de ma carrière. Genre, par exemple, ces 2 dernières semaines, je suis pas sortie du tout. J'ai annulé toutes mes sorties Ah parce oui. que demain, je vais aller tourner en Afrique du Sud pour 1 mois et demi. Et moi, Mhm. je voulais être sûre que je n'allais pas attraper de rhume ou de Covid. Ah, bien sûr, oui, oui. Et donc, j'ai tout annulé pendant 2 semaines. J'ai dit, ah non, je sors pas, je suis désolée. J'ai dit ça à tous mes amis. Et ils me respectent. Tu vois, ils respectent tu sais, Bien sûr, oui. Donc, du coup, tu as un peu cette rigueur qu'on apprend à la Weber Douglas. Tu sais, c'est de rester vraiment sérieux. Ton travail vient avant tout, en fait. oui, mais c'est pas bien parce que je suis là, je suis seule, je suis toute seule. Non, non, non. Moi, je crois également que c'est pour moi personnellement, c'est ma responsabilité d'être Mhm. en bonne santé. Bien Mais sûr, oui. également, je vais aller dans un tournage pendant 1 mois et demi. Mhm. Comme je t'ai dit, chaque seconde, ça coûte de l'argent. Si je suis Mhm. malade, ça va reculer le schedule pendant je sais pas Bien combien sûr, de oui. temps, quoi. Donc, c'est autant ma responsabilité. Personne ne m'a demandé de le faire. C'est moi qui ai décidé de le faire parce que pour Bien sûr, oui. moi, je veux que je sois en bonne santé et tout ça. Donc, tu vois, oui, c'est des sacrifices. Bien sûr, oui, oui. Moi, oui, oui. Mais toi, il me semble que tu as travaillé aussi en tant que productrice. Oui, oui. Encore, c'était comme la même chose que quand j'ai décidé de commencer à écrire, c'est que je voulais montrer aux gens que on Mhm. peut avoir un casting diversifié et que c'est pas important. Ce n'est Bien pas, sûr, ouais. ce n'est pas important que cette personne soit japonaise ou quoi que ce soit. C'est un Mhm. caractère, c'est la personne que tu veux. Et donc, donc j'ai commencé, oui, donc j'ai produit 3 pièces de théâtre. Mhm. Le premier, en fait, normalement, c'était pour moi, parce que c'est moi que je voulais être dedans. Bien sûr. Mais le temps que j'ai dû attendre 10 ans avant que les droits de la pièce Mhm. me soient donnés, j'étais trop âgée, je pensais. Donc, je me suis dit, bon, écoute, je vais donner à quelqu'un d'autre la chance d'être la personne. Et ça fait donc il y a 10 ans. Et Mhm. nous sommes toujours amis avec le casting que j'ai. Oui, alors je me rappelle ce jour-là, mon casting, c'était, je vais dans les rôles Mhm. principaux. Euh, J'avais un Pakistani, Canadien Pakistani, Mhm. Pakistan. Ouais. J'avais un Maltese, Malta, une Ok, ouais. actrice de Malta. Bien sûr. L'autre, j'avais une actrice grecque, une grecque D'accord, américaine. oui. Et Multiculturel, l'autre oui. était japonais-américain. D'accord. C'était un casting moi. Et même, je me rappelle, l'audience, à chaque fois, on était complètement sold out pendant 1 semaine. Oh, Sold wow, out. super. Et à Ouais. chaque fois, tous les commentaires, c'était au sujet du casting. La diversité, oui, bien sûr, oui. Ouais, ils ont Parce dit, que oh, les gens se super le reconnaissent. casting. Mhm. Oui, mais c'est pas que j'ai choisi ces acteurs à cause de leur nationalité ou de leur apparence, c'est parce qu'ils Mhm. étaient les meilleurs acteurs. Bien sûr, oui, oui. Ouais. Mais je me rappelle l'agent de l'acteur japonais-américain, il Mhm. était venu le voir sur le stage et il lui a posé la question parce que le caractère avait un monologue où il parlait la pièce, ça s'appelait Fat Pig de Ok. Neil LaBute. Mhm. C'est un écrivain très coté aux États-Unis et c'est une pièce de théâtre qui est très, très... enfin, il est très bien, quoi. Et donc, ce caractère, il avait un monologue où il parlait de sa mère qui était comme un sumo wrestler. Ok.
tu vois. Et son agent britannique lui a posé la question, il dit, est-ce qu'ils ont changé le dialogue parce que tu es japonais? J'ai dit, mais mon Dieu, premièrement, on n'a pas le droit de le faire, Bien parce sûr, que ce ouais. n'est pas les mots de l'écrivain. Bien Mais sûr, comment ouais. est-ce que vous... Vous pouvez penser ça, oui. C'est ces gens... Est-ce qu'il aurait posé cette question si l'acteur était blanc? Ouais, peut-être pas. Voilà. Ah, mais c'était... Ouais, mais je suis très fière de cette pièce de théâtre-là. Et puis, j'ai ouvert une autre répertoire, Mhm. Bien répertoire sûr. de stage pour acteurs canadiens et américains, avec un Mhm. acteur américain ici. Nous avons produit deux festivals comment dirais-je, d'œuvres courtes, Bien sûr, oui. short plays, Ouais, tu peux dire d'œuvres courtes. de pièces de Oui. théâtre courtes, ouais. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait envoyé une annonce aux États-Unis et au Canada, disant on va faire une pièce de théâtre et le sujet sera, donc le premier c'était Independence Day, le 14 juillet, Bien sûr, pardon, le 4 juillet aux le 4 juillet aux États-Unis. États-Unis, oui, oui. Voilà, le C'est 4 encore le juillet. côté français qui est là. Oui, voilà, le 4 juillet. Envoyez-nous vos œuvres tout nouveaux et on va vous mettre dans le West End à nos prix. Et donc, on a reçu des centaines d'œuvres, c'était superbe. On a eu une équipe qui lisait tout et qui votait qui était le meilleur œuvre. Et puis, on les a mis, on a donné de la chance à au moins 20 acteurs pour notre premier festival à avoir leur premier crédit, Oui, crédit crédit, sur tu leur peux dire, ouais. CV, Ça, c'est bien, ça, ouais. stage dans un West End, qui leur a ouvert la porte après. C'était superbe, quoi. Et puis le deuxième, je me rappelle, c'était autour de Thanksgiving. Ça, c'était beaucoup plus difficile, tiens. Ouais. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec Thanksgiving aux États-Unis, donc, à cause des Indiens. Bien sûr, Donc, ouais. donc ça, c'était un petit peu difficile à faire, mais on l'a fait. Ouais. Tu sais, au début d'émission, tu parlais un peu des défis que les acteurs, que tu peux avoir en tant qu'acteur. Mais là, toi, tu as travaillé en tant que producteur. Quels sont les défis, justement, que les producteurs font face? Parce que des fois, en tant qu'acteur, on n'a vraiment aucune idée des défis que vous pouvez avoir. Les défis, c'est de l'argent. C'est trouver de l'argent quelque part. Alors là, oui, ça, c'était dur. Ouais, c'était très difficile de trouver de l'argent et le fait également que nous sommes responsables de tout. Nous sommes responsables du directeur. Donc, le deuxième festival d'œuvres courtes, on avait perdu 3 directeurs. Ah oui. Et donc, c'est là que j'ai dû diriger trois pièces moi-même. C'est là que je suis devenue directrice également et que j'ai bien. En tant que producteur, ok, ça c'est un truc que les acteurs doivent vraiment, vraiment me croire. Quand tu arrives pour une audition, crois-moi, on veut que tu sois la personne qui va être la solution à nos problèmes de casting. On est de ton côté tout le temps. On ne veut pas avoir des jours et des jours et des jours à faire un casting. On souhaite à chaque fois que la prochaine personne qui va croiser la porte, c'est la personne qui sera notre acteur. D'accord. Pour qu'on puisse terminer cette recherche. Et parce qu'il y a tellement d'acteurs qui sont tellement nerveux. Bien sûr. Et on essaie de les aider. On les rassure. Il y a également des acteurs qui ne se préparent pas. Ouais. Tu savais que tu étais dans une audition, tu n'as même pas lu la pièce, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Ou même des acteurs qui ont menti au sujet de leur accent. Parce que les œuvres qu'on avait, c'était américain, donc il fallait que les acteurs aient un accent américain ou canadien. Et tellement d'acteurs qui mentent sur leur... Et c'est pas bien, c'est pas une bonne image. Donc, écoute, si ça va te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour apprendre, pour avoir un bon accent américain, sois patient. Apprends l'accent américain, que ce soit 100%, c'est bien bon niveau, et puis présente-toi. Parce que si tu te présentes maintenant avec un accent qui est peut-être 50%, 75% même, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas nous laisser un mauvais goût dans la bouche, et on va pas vouloir te revoir.
parce que tu as pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu venir. Bien sûr, oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu as gâché notre temps C'est clair. et ton temps. Tu vois? Mhm. Et j'ai vu ça également quand j'étais de l'assistante dans l'agence. Tellement d'acteurs qui montent sur leur CV. Et moi, à chaque fois, je leur appelais, je dis, j'ai vu là que tu joues du tennis. Est-ce que tu peux me dire ton niveau? Je dis, et ils me sortent, ah ouais, j'ai joué quand j'avais 5 ans. Et je me suis dit, est-ce que tu continues à le jouer? Oh non. Pourquoi tu l'as mis sur ton CV? Ouais, c'est Que juste là, pour maintenant, remplir. parce qu'il y avait 2 séries télévisées Mhm. qui étaient autour de Wimbledon et tous les tennis players. J'ai dit, sors ça. Si tu l'as pas fait depuis 5 ans et que tu n'as pas continué à le faire, ne le fais pas. Oui, on lève là, oui. C'est juste des fois, on veut remplir ces cases. On a peur de laisser la ligne blanche, tu sais. On se dit, plus mon CV est rempli, mieux je travaillerai peut-être. N'aie pas peur de la page blanche. C'est ce que un acting coach aux États-Unis m'a dit. N'aie pas peur de l'espace blanc dans ton CV. Bien sûr, non, des fois on a peur de ça. Là, on arrive dans la partie de l'émission, tu sais, où on parle de promotion. Je sais que tu me disais que tu partais demain en tournage. Quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu peux nous tenir un peu informés de ton actualité? Oui, je peux pas parler du film, mais oui, demain je voyage en Afrique du Sud, à Cape Town, où je vais commencer le tournage d'un long métrage américain. Oh, félicitations. Oui, merci. avec un directeur, un grand directeur, donc ce serait super. Oui, j'ai beaucoup de chance et j'ai hâte d'y aller. Et en fait, c'est un truc que je voulais également dire. Pardon, excuse-moi. Vas-y, il n'y a pas de problème, ouais. C'est un des trucs que j'ai appris moi-même et que j'ai observé, c'est que beaucoup d'acteurs, ils pensent que « Oh, this is going to be my break. Oh, ça va être my next big break. C'est ça qui va ouvrir les portes dans le futur. » Bon, ça m'a pris 7 ans avant que je puisse travailler régulièrement en tant qu'actrice. Ah oui. Attends. Ah oui. Et j'ai des amis aux États-Unis, c'est le même temps. 7 ans, 8 ans, avant qu'ils aient pu travailler régulièrement. Il y a beaucoup d'acteurs qui sortent de l'école de drame ici et ils pensent qu'ils vont devenir stars tout de suite. Tout de suite. Et ils deviennent très négatifs parce que à chaque fois, ils ont des rejets, tout ça. Et écoute, tu as 7 ans pour vivre ta vie, pour avoir de l'expérience de vie que tu vas pouvoir apporter à tes caractères. Sois patient. Sois patient. Et j'écoutais un autre podcast ce matin américain et une des actrices, l'actrice qui jouait la jeune fille dans Les Sopranos, elle a dit que après Les Sopranos, elle n'a pas travaillé pendant longtemps. Pendant longtemps. Et pourtant, ça aurait dû être son break. Bien sûr, oui. Et elle était proche à tout jeter. Tout lâcher, Elle voulait plus être actrice. Et son agent a dit, non, écoute, attends. Et il a dit la différence entre les acteurs que tu vois maintenant et les acteurs qui n'ont pas fait, c'est que ils n'ont pas attendu le train, ils n'ont pas été patients. Wait for the train to come. Bien sûr, oui. You might miss this one, the next one is coming. Just be patient. Comme on le dit souvent, c'est pas une course, c'est un marathon en fait. Eh oui. Et donc, oui, alors, c'était quoi ta question originale? Pardon, ma question, c'était ton actualité. Tu as dit que tu partais en tournage. Est-ce qu'il y a d'autres séries où on peut te voir en ce moment ou je crois pas que c'était une série britannique, mais je crois pas que ça va se montrer sur Paris, sur la France. Ça s'appelait Breathtaking. C'était au sujet du Covid, mais de ce qui s'est passé dans les hôpitaux anglais. D'accord, en fait. oui. Pendant la première année du Covid. Oui, ce que je disais, c'est que oui, j'ai dit oui à cette offre en Afrique, mais j'ai dû rejeter 3 autres offres. Ah oui, ok. Ça, c'est un truc, c'est que les acteurs, ils pensent que ça devient plus facile quand tu commences à travailler régulièrement. Mais non, c'est comme un jeu. Quand tu montes les niveaux, ça devient beaucoup plus difficile. Mais justement, tu sais, tu dis que tu as rejeté 3 offres. Comment tu fais pour les comparer, pour dire laquelle va être la bonne, en fait? Alors, j'ai eu beaucoup de conversations avec mon agent au sujet de ça.
Et, et finalement, elle a dit, écoute, c'est ta décision. Et moi, j'ai dit, bon, écoute, le projet en Afrique du Sud, c'est avec un très grand directeur que tout le monde connaît dans le monde entier. C'était avec un autre grand acteur. Mes scènes seront principalement avec cet ensemble-là. Comparé aux 3 autres projets, c'était un long métrage également avec un autre directeur bien connu et 2 séries télévisées, mais mes rôles étaient très petits. D'accord, je vois, oui. Comparé au projet en Afrique du Sud, j'ai dit, écoute, pour moi, ce sera ça. Ce sera l'Afrique du Sud va gagner parce que pour ma carrière long terme, ça va m'avancer plus que ces 3-là. Bien sûr, ouais. Et elle a dit, d'accord, pas de problème. Et donc, elle a négocié. J'espère qu'une des séries télévisées vont revenir vers moi parce ils tournent jusqu'au mois de novembre. Ok, ouais, donc ça que je vais pouvoir revenir. Oui. Sûr, ouais. Mais c'est comme ça. Mais c'était difficile, hein. C'est une question difficile. Parce que quand je vais revenir au mois de mai, je ne sais pas si je vais travailler, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Tu sais pas combien ça va durer. Voilà. C'est pas évident. Tu sais, tout à l'heure aussi, tu parlais de Covid. J'aimerais qu'on fasse un retour en arrière et tu nous parles un peu justement comment ça s'est passé pour toi, comment t'as pu t'occuper, comment on reste actif à ce moment-là, quand on sait que tout est fermé, le monde a arrêté de tourner en fait. Le monde ne s'est pas vraiment arrêté de tourner. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup tourné. J'ai même voyagé pendant le Covid. Ah oui, ok. Ah oui, j'ai tourné au Portugal, j'ai tourné à Belfast, j'ai tourné en Roumanie, j'ai tourné, j'ai voyagé. Le seul truc qui changeait, c'est que j'avais tellement de tests. Oh là là. les tests dans ma gorge, partout. Ouais. Et les masques, c'est tout. Mais non, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance. Donc pour toi, Covid, c'était une partie où tu étais vraiment très active alors? Pardon? C'était une partie où tu étais très active? Oui. Et en fait, c'est là que j'avais tourné Wednesday sur Netflix. J'ai tourné Wednesday en Roumanie. Et j'ai tourné Rec, c'est une série télévisée pour la BBC en Irlande. Et donc, en fait, je voyageais entre les 2 pays. Donc, en fait, j'étais pas sur Londres pendant 3 mois parce que je voyageais entre les 2 pays, entre le mois de septembre et le mois de février. D'accord. Septembre 2020 jusqu'au février 2021. Ah oui, donc toi, Covid, tu l'as pas vu passer. Ouais, et Portugal. Ah ouais, non, j'ai également tourné à Madrid. Quand j'étais à Portugal, j'ai été embauchée pour un rôle, donc j'ai pris l'avion pour aller sur Madrid. Oui, non, j'avais beaucoup de chance. Ah, mais non, c'est super, ouais. Tant mieux pour toi. Là, on arrive dans la partie de l'émission, c'est la partie tips, où on donne des conseils, en fait, justement. Quel genre de conseils tu pourrais donner à des gens qui veulent un peu suivre ton parcours, marcher un peu sur tes traces, les acteurs? Moi, je dirais, il faut que tu saches qui tu es et ce que tu représentes. Parce que moi, j'avais fait cette erreur au début de ma carrière, tu vois, parce que j'ai eu une enfance et une éducation internationale. Quand on m'appelait pour la Tina Cleaner, j'étais là, non, je suis une femme intelligente, j'ai un dog, blablabla. Ouais. Et on m'embauchait pas, on m'appelait pas parce que je crois qu'ils pensaient que j'étais difficile. Bien sûr, oui. Et que je ne comprenais pas le marché. Et c'est quand quand j'ai annoncé au directeur de casting, ah non, moi je suis la meilleure Latina cleaner in London. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il faut que tu comprennes l'industrie que tu es. Donc moi, comme je t'ai dit, parce que je veux commencer à travailler en France. Bien sûr, oui. Et là, en ce moment, moi, je suis patiente, hein. Je fais mes recherches, j'envoie des petits emails pour voir quelle est la réponse. Je vais pas me lancer en France parce que je n'ai rien dans mon CV qui prouve à quelqu'un de français que je peux travailler en France. Tu vois? Maintenant, tu as le podcast. Tu parles en maintenant, français. j'ai le podcast. Oui, donc les conseils, c'est il faut que tu saches qui tu es, ce que tu représentes. Mais il faut également être honnête avec toi-même. Donc, tu sais,
en tant qu'acteur, et moi, je serai la première à dire que je fais ça également, je pense que je suis la meilleure et que je dois tout faire et que comment est-ce qu'ils osent me refuser ce rôle? Je suis parfaite. Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est que quand je n'ai pas eu de rôle, je regarde le projet après pour voir qui a été, bien sûr, tu sais, cast, avec un petit voodoo doll, tu sais, je dis, non, je fais pas ça. Et quand je les vois, je dis, ouais, je comprends. Ce rôle, c'était pas pour moi. Je l'aurais pas joué comme ça. Et bon, ça, c'était ce que le directeur avait en esprit. Pas de problème. Et donc, là, maintenant, je suis très bien dans ma peau. Je sais pas si c'est mon âge avancé, mais je suis un petit peu plus sage. I'm a little bit more wise, you know. Tu sais, je suis ronde. Tu sais, je suis un petit peu, tu sais. Et voilà, c'est ce que je suis. Bien sûr. Tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Et moi, j'ai la chance, les gens, ils aiment. D'accord, ouais. Tu vois, j'ai beaucoup de chance que je travaille, mais bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même bien sûr, pendant toutes ces années pour pouvoir m'accepter et pour accepter ce que je peux faire et mes limites également. Tout à fait. Maintenant, je suis honnête, si je suis dans une audition, parce que là, en ce moment, on commence à retourner en personne pour des auditions. Avant, c'était juste pour les auditions de pub. Mais maintenant, par exemple, ce truc en Afrique du Sud, moi, je l'ai fait en personne. D'accord. Ce qui m'a étonnée, parce que moi, je préfère les saletés. Mais on était en personne. Et tu vois, maintenant, s'ils me disent « Ah, est-ce que tu peux faire cet accent ?» Moi, je serais honnête, je dis « Je peux pas vraiment. » Si tu es honnête, tu sais, ils acceptent. Mais si tu essaies de cacher quelque chose et de mentir un petit peu, de dire « Oh, yeah, maybe, you know, si j'ai peut-être une journée pour pratiquer, peut-être que je pourrais le faire. » Non. Sois honnête. Bien sûr, ouais. Il ne faut pas gâcher leur temps et ne gâche pas ton temps également. Ouais, gaspiller. C'est ce qu'on appelle souvent des erreurs de jeunesse. Tu sais, quand on débute, on va dire hey, tu peux faire ça. Oui, donne-moi 1 heure, j'arrive et je pourrai le faire. Donne-moi 2 heures, je serai musclé. Voilà, exactement. Ou je peux monter à cheval, ou je peux faire de la plongée. Il y a une directrice de casting ici qui s'appelle Nancy Bishop. Elle avait raconté cette histoire il y a longtemps. Elle avait cast ce jeune homme qui a dit qu'il pouvait faire de la plongée. Mon Dieu. Alors, ils sont allés dans la mer le jour du tournage et c'est là qu'il a sorti en fait, je peux pas. Mais même, tu sais, Game of Thrones, la première série Game of Thrones, parce qu'il voulait des acteurs qui pouvaient monter à cheval. Tellement d'acteurs commençaient à mentir au sujet de leur capacité à monter à cheval. De leur capacité, que l'office de casting, quand ils invitaient un acteur à venir pour une audition, avant de rentrer dans la salle qu'il puisse ouvrir la bouche, la première rencontre, c'était dans une prairie avec des chevaux. Avec des chevaux. Voilà, pour qu'ils puissent prouver qu'ils peuvent monter à cheval avant qu'ils ouvrent la bouche. Bien sûr, oui. Parce qu'il y avait tellement d'acteurs qui ont gâché leur temps, qui ont gaspillé leur temps. Oui, mais en même temps, tu sais, on est dans une industrie qui est tellement compétitive et exigeante que des fois, les gens sont déprimés, en fait. Ça veut dire qu'on est désespéré. C'est que des fois, on va dire, hey, tu sais chanter. Oui, je sais chanter. Mais tu sais pas chanter. Donc, tu vas quand même tenter le coup pour le tout, en fait. Ouais. Oui, et j'ai des amis qui sont, you know, depressed at the moment. C'est difficile. Et ça, ce sera peut-être mon autre conseil pour tes auditeurs, c'est que s'il y a un autre métier que tu peux faire, fais-le. Mais non, parce que ils disent ici en anglais, je sais pas si tu as le même terme, le même motto en France, que le métier, la carrière de comédienne, c'est what is it? 80%? 98%. Oui, 98%, comment dire, sans d'attente. Travail? Ouais, sans travail, oui, sans travail, oui. Yeah, sans travail. 90% Il n'y a que 2% qui réussissent. 2%, tu te rends compte? C'est rien. Donc, si tu peux faire un métier, si tu peux penser à un autre métier qui va te
gagner de l'argent, où tu seras confortable, que tu ne seras pas rejeté chaque jour, plusieurs fois par jour même. C'est ça, oui. Fais ça. Mais si tu aimes vraiment ce métier, il faut que tu aimes les positifs et les négatifs. Et les négatifs, c'est les rejets, et c'est horrible, bien sûr que c'est horrible. Oui, tu sais, être désespéré et comment dirais-je, et mentir sur la capacité, sur leur CV, c'est pas bien non plus, parce que ici, ils disent desperation stinks, ça pue. Bien sûr, oui. Et j'ai vu ça également quand nous avons fait le casting pour les stages. Les acteurs qui rentraient, ils étaient tellement nerveux parce qu'ils voulaient tellement, ils avaient besoin de ce boulot et tout ça. Tu sais, de notre côté, quand on reçoit ça, ces gens, la première chose qu'on veut faire, c'est du recul. On veut mettre du recul. Parce qu'ils sont trop désespérés. Oui, je vois, oui. Ils le veulent trop. Tu sais, écoute, je sais pas si tu es en couple, mais si jamais je sais pas si when you remember when you were on a first date, c'est ton premier date avec, tu sais, si tu as quelqu'un qui est comme ça, la première chose que tu veux, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle a un petit peu coucou là. C'est ça, ouais. Trop d'énergie pour moi. Est-ce que mon ami peut m'appeler là pour que je puisse avoir une excuse pour partir? C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. C'est une relation. Et donc, oui. Mais également, tu sais, il y a des acteurs que je connais, des amis, qui ont abandonné être comédien pour pouvoir être directeur ou écrivain, parce qu'ils ont trouvé entre-temps qu'ils aimaient ça beaucoup plus. Comme moi, j'adore l'écriture et j'aimerais bien continuer. Bon, mon premier amour, c'est toujours être comédienne, mais je sais que même quand j'ai dirigé également les 3 pièces de théâtre, j'ai adoré ça. J'ai adoré la collaboration, travailler avec des acteurs, et je crois que le fait que j'étais également actrice, j'ai senti que je pouvais leur expliquer mieux ce que j'avais besoin, parce que les directeurs ne savent toujours pas comment diriger les acteurs. Pas tous les directeurs savent comment le faire. Et moi, je me suis dit, parce que j'étais actrice, je crois que c'était beaucoup plus facile pour moi, et j'ai adoré ça également. Et donc, si jamais ma carrière de comédie ne continue pas, moi, je sais que mon deuxième amour sera soit l'écriture, soit écrire quelque chose, soit diriger quelque chose. D'accord. Voilà, ouais. Super. Merci beaucoup, Georgiana. C'était un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre beaucoup sur ton parcours qui est très inspirant. Je te dis merci. On vous rappelle Georgiana Goodman? Merci beaucoup. J'espère que tu vas me rappeler. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Ciao.